Bonjour à tous. Je m'appelle Coralie Garcia, je suis coprésidente du réseau français de la construction en paille et je suis également salariée de l'association OICOS qui est basée à La Tour de Salvani. Bonjour, Emmanuel Deragne, je suis membre du réseau français de la construction en paille, administrateur bénévole et salarié de l'association OICOS dans le cadre d'un travail sur la filière. Ce travail s'est achevé et donc on va vous expliquer ce qu'on a fait pendant ces 2 ans et ce qu'il nous reste à faire pendant les années futures. Mais j'ai aussi une activité de formateur et d'artisan. Donc on fait partie du réseau français de la construction en paille. On va rapidement vous faire un état des lieux de ce qui se passe rapidement au niveau national. Donc une petite intro. Ensuite vous présenter les règles professionnelles de la construction en paille. Vous parler du matériau paille et des essais qu'on a fait sur ce matériau. La formation qui est liée aux règles professionnelles. Enfin, le retour d'expérience qui est exigé par l'agence qualité construction par rapport aux règles professionnelles. Et ensuite, on vous fera un gros volet sur la région Rhône-Alpes et le travail qu'on a fait pendant 2 ans avec Emmanuel. Donc, certains doivent connaître cette partie-là. Je vais refaire un topo sur quand même les avantages de la botte de paille dans la construction. Déjà, c'est un produit qui est vraiment abondant. On estime entre 5 et 10% la paille qui serait nécessaire pour construire tous les logements neufs en France. Donc on est large, on n'a pas encore construit tous les logements en paille, donc on a vraiment de la marge pour ça. C'est un produit vraiment local. On peut directement prendre la botte de paille du champ et l'amener sur chantier et la travailler directement dans une ossature. En fin de vie, si on doit déconstruire un bâtiment, il faut peut-être enlever les ficelles des bottes de paille et les amener à la déchetterie, mais sinon on peut reprendre la paille et la réétaler dans le champ, ça n'a aucun impact sur l'environnement. C'est bien sûr un très bon isolant et c'est beaucoup pour ça que quand même les gens utilisent la botte de paille, il ne faut pas l'oublier, avec une résistance thermique de 7 environ. C'est un bâtiment qui permet de stocker du carbone. Et également, tout ça fait que l'énergie grise d'un bâtiment quand il utilise la botte de paille est très faible, enfin son énergie grise même en elle-même. D'autres avantages liés à la capacité de la botte de paille, c'est que comme elle est très ouverte à la diffusion de vapeur d'eau, ce matériau est alors perspirant. On a aussi un apport d'inertie conséquent par rapport à d'autres isolants, parce que la masse volumique de la botte de paille est comprise entre 80 et 120 kg au mètre cube. On a des déchets de chantier qui peuvent être vraiment réduits. On valorise aussi plutôt le travail humain que l'achat de matériaux. C'est-à-dire que la botte de paille, elle est certes moins chère, mais derrière, il y a peut-être plus de travail qu'un matériau plus classique, plus conventionnel pour la mettre en œuvre dans le bâtiment. Et du coup, c'est là qu'on a la valeur ajoutée. On a un bâtiment aussi qui est tout à fait sain, entre autres grâce à la botte de paille qui émet très peu de formaldéhyde et de composés organiques volatiles. Et les bâtiments à la fin ont souvent un bilan carbone positif du fait de la quantité de carbone qui est stockée. Un petit historique. Donc la construction en paille, elle a démarré en 1886 aux États-Unis, dans la région du Nebraska. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils avaient très peu de bois et ils avaient un peu du mal à construire. Et la presse agricole est arrivée à ce moment-là. Et en fait, ils ont fait des bâtiments en paille porteuse, c'est-à-dire sans ossature bois. Et là, on voit une des plus anciennes constructions en paille au monde. En France, on a la chance d'avoir la première maison en ossature bois et paille du monde, qui a été construite en 1920 à Montargis. Et qui est toujours debout, en très bon état, et qu'on vient justement de racheter il n'y a pas longtemps. Dans les années 80, il y avait déjà eu des essais, des tentatives entre les années 20 et les années 80 de relancer la construction en paille en France, mais bon, ça a fait un peu un flop. Et puis, c'est à partir des années 80 que les gens se sont intéressés à nouveau à ce matériau. Et c'est plutôt dans les années 2000-2005 que là, les gens sont vraiment regroupés et ont commencé à se professionnaliser. Et c'est comme ça qu'a été créé le réseau français de la construction en paille. Ce sont plusieurs associations nationales qui se sont rassemblées afin de partager leur savoir et d'écrire en fait des règles professionnelles, des règles de l'art, de la construction en paille. Donc à partir de la création du réseau français, pendant 4-5 ans, des règles professionnelles ont été écrites par une 50aine de professionnels.
Et elles ont été ensuite présentées à la commission prévention produits, qui fait partie de l'agence qualité construction, en 2011. Et ils ont validé nos règles professionnelles à ce moment-là. Elles sont rentrées en application le 1er janvier 2012. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, on a racheté la maison Feuillette, donc qui est cette ancienne maison en paille, parce qu'elle était en vente. Et il y avait on avait un peu peur qu'elle soit rachetée par des promoteurs et rasée, en fait, parce que tout le terrain derrière, il y a 1500 mètres carrés de terrain en plein centre-ville de Montargis, qui est à 1 heure au sud de Paris, et tout le terrain était constructible. Donc voilà, on avait un peu peur qu'ils rasent et qu'ils construisent un HLM ou un bâtiment à cet endroit-là. Donc on l'a racheté grâce à des dons populaires. On a eu plus de 100 000 euros de dons populaires et 300 000 euros de prêts. Et on est en train de créer dessus, on l'a complètement restauré, on a enlevé les vieilles tapisseries qui détérioraient un petit peu la maison, on a enlevé aussi, ils avaient rajouté un peu de laine de verre à 2-3 endroits, on l'a enlevé, on a remis les matériaux d'origine. Et on est en train sur ce lieu de créer le Centre national de la construction en paille, donc d'utiliser aussi le hangar derrière qui date de la même époque et qui a la même structure que la maison Feuillette, pour en faire un petit lieu de formation en tout genre, et pas que sur la botte de paille. Et essayer un peu de donner du dynamisme et on va voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Donc en France aujourd'hui, on estime à peu près 3500 le nombre de bâtiments en paille qui ont été construits. Ce chiffre, il est tiré en fait d'une enquête qui avait été réalisée en 2010 par une association bretonne qui avait essayé de recenser un peu par le bénévolat des gens, enfin les gens recensaient leurs bâtiments sur Internet. On avait à ce moment-là le chiffre de 700 bâtiments, mais quand on a, sur certaines régions, vraiment regardé combien il y avait de bâtiments, en fait, on en trouvait beaucoup plus, à peu près 3 à 4 fois plus. Et du coup, on a estimé, par rapport au nombre d'années, on en est à peu près 3500, 4000 bâtiments. Donc, il y a de tout, comme type de bâtiment, vous allez le voir un peu tout à l'heure. Il y a notamment 3 écoles entre 2000 et 6500 mètres carrés qui sont construites à Paris. Donc quand même des bâtiments assez imposants, à Issy-les-Moulineaux, à Rosny-sous-Bois et à Montreuil. On a également des logements sociaux. On pourra noter le logement de Saint-Dié-des-Vosges, un R+7, qui est construit avec une technique KLH et isolation par l'extérieur avec des caissons de paille. De plus en plus de bâtiments tertiaires, aussi des bâtiments industriels, parce que quand il y a des grandes parois opaques, on peut facilement mettre en place de la botte de paille en caisson, en préfabrication. Des locaux commerciaux, donc souvent des magasins bio ou des gens qui ont une activité autour de la bio qui utilisent la botte de paille dans la construction. Beaucoup de logements individuels, et là pour le coup il y a des entreprises qui font du logement individuel, mais il y a aussi beaucoup d'autoconstruction. C'est d'ailleurs comme ça qu'est née la construction en paille en France. C'est beaucoup les autoconstructeurs qui ont permis d'avoir finalement c'est en France qu'on a le plus de bâtiments en paille dans toute l'Europe. Donc c'est grâce aux autoconstructeurs et à la facilité du permis de construire, de pouvoir utiliser un peu les matériaux qu'on veut. Dans les autres pays, c'est pas la même chose. Aussi quelque chose dans les bâtiments tertiaires, ce qui est intéressant, c'est de voir que certaines entreprises ou associations, collectifs, comme l'Acrirad ou bien EcoCert, ont choisi d'utiliser la botte de paille dans leurs bâtiments. Ça montre quand même que y a un souhait d'être cohérent dans tout ça. En ce moment, il y a d'ailleurs le bâtiment d'Isuba qui en fait c'est l'entreprise qui met en place un logiciel de simulation thermique dynamique qui a aussi utilisé la botte de paille, la terre et le bois dans leur bâtiment. Donc aujourd'hui qu'il y a des règles professionnelles, cela permet aussi d'augmenter le nombre de constructions en paille chaque année. Alors les caractéristiques principales de la botte de paille. La paille, pour rappel, c'est la tige de la céréale, donc on enlève les grains et puis on garde tout ce qu'il y a en dessous. On a du blé, de l'orge, du seigle, de l'avoine. Dans la règle professionnelle, c'est uniquement le blé qui est pris en compte pour l'instant. La densité d'une botte de paille qui peut être utilisée dans la construction est entre 80 et 120 kg au mètre cube sur une base sèche. Et les dimensions sont à peu près de 47 par 37 par environ 90 cm de long, mais c'est variable. Emmanuel vous en touchera un mot tout à l'heure. Et on essaie d'avoir un taux d'humidité relative inférieur à 20% dans la botte de paille. Donc ça, on vérifie avec un humidimètre avant un chantier
pour vérifier que le matériau est apte à être utilisé. Donc la botte de paille a 2 sens de pose, même 3. Là-haut, on a les bottes qui sont posées à plat, donc c'est là qu'on a l'épaisseur du mur qui est la plus importante. On a alors 45 cm d'épais, enfin 46, 47. Quand on la pose sur champ, on a 37 cm. Et puis aussi, on peut la poser debout. Ça se fait beaucoup pour la préfa et pour respecter le DTU bois. Donc, on a à peu près une résistance thermique de 6 à 7. 6 à 7. Et là, je vais passer la parole à Emmanuel qui va vous présenter un peu les règles professionnelles. Donc, les règles professionnelles, bien aujourd'hui, c'est le texte de référence en ce qui concerne donc l'assurabilité des professionnels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre un matériau? Eh bien, il y a 4 conditions principales. La première, c'est évidemment de respecter toute la réglementation. Et quand on va parler de construction paille, on va s'attacher à employer le matériau paille en tant qu'isolant, mais forcément, il y aura des éléments structurels. Et à partir du moment où on dit respecter la réglementation, on respecte la réglementation qui concerne le gros œuvre, qui concerne les équipements, qui concerne la production de chaleur ou d'énergie, etc. Donc c'est un contexte dans lequel vient s'insérer les règles professionnelles spécifiques aux matériaux paille. Ensuite, il faut connaître ce matériau et pouvoir le caractériser, en tout cas le décrire et décrire ses aptitudes à l'emploi dans la construction. Ensuite, respecter les règles de conception et de mise en œuvre reconnues, eh bien ça c'est faire appel à tous les référentiels, les eurocodes, etc. Enfin les règles de calcul, de structure, d'efficacité thermique, etc. Donc le contexte en général. Et puis enfin, pour que le professionnel soit assurable, il faut qu'il soit qualifié. Et pour qu'il soit qualifié, il faut qu'il y ait une formation spécifique. En l'occurrence, on va vous montrer ce que le réseau a mis en place en termes de formation pour les professionnels. Mais voilà le contexte global. Respecter ces 4 conditions permettent d'être, en théorie, assurable. Le texte de référence, eh bien, il est commercialisé sous la forme d'un petit livre. Les règles professionnelles de la construction paille. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, l'association Oikos les commercialise ici sur place, mais on les trouve soit directement aux éditions Le Moniteur, soit sur tous les sites internet qui commercialisent des ouvrages liés au monde du bâtiment. Alors, comme l'a dit Coralie, c'est un travail collectif, c'est un travail qui a sollicité tous les professionnels, voire certains autoconstructeurs au départ qui avaient des compétences spécifiques et qui se sont mis autour d'une table et ont abouti à un consensus pour faire le tri entre ce qui avait donné de bons résultats et ce qui avait donné de moins bons résultats, les techniques qui ont été mises de côté. Ce travail a été quand même encouragé par les pouvoirs publics sous la forme de subventions et de 2 stagiaires et puis un référent, un coordinateur qui a été en partie salarié. Cela a abouti à cette date qui est pour nous importante, la validation de ces règles professionnelles par la commission prévention produits, ce qu'on appelle la C2P, l'agence qualité construction, avec une mise en œuvre dès janvier 2012. Alors depuis cette mise en œuvre, cette mise en application des règles professionnelles, eh bien, on a eu l'occasion d'en diffuser énormément, de former les premiers professionnels à la connaissance de ces règles. Et puis depuis, il y a eu une 2e édition, d'où la différence entre les deux couvertures. Cette édition qui est apparue en janvier 2014 est légèrement modifiée, quelque peu enrichie avec des nouveaux croquis, des choses un peu plus explicites, mais le fond reste le même. Voilà, donc c'est cette version qui est commercialisée actuellement.
Et d'ailleurs, une information sur le nombre de règles pro qui a été vendu. J'ai eu notre correspondant au Moniteur il y a un mois ou deux. Elle nous a dit que la 2e édition était en rupture de stock aussi, donc il fallait lancer une 3e impression. Donc ça veut dire qu'au total, il y a plus de 6000 règles pro qui ont été vendues. Quand on sait qu'il y a à peu près 3500 bâtiments, une bonne partie était construite avant l'écriture des règles pro. Ça nous donne de l'espoir quand même sur le nombre de bâtiments qui vont se construire à l'avenir. On a encore un peu de potentiel. En tout cas, sur la bonne diffusion de ce texte de référence. Voilà, donc c'est un document, comme tous les documents réglementaires, qui est un petit peu aride dans sa conception, dans sa présentation, et qui demande forcément un accompagnement, d'où eh bien la formation qu'on va vous présenter. Donc ceux qui sont habitués à ce genre de texte, les DTU, hein, vous avez une structure du document qui est relativement classique, avec des généralités par rapport aux matériaux, des exemples de mise en œuvre, et puis les phases chronologiques des chantiers avec des annexes qui apportent des précisions soit sur le matériau, soit sur des phases de la mise en œuvre. Voilà, qui sont rajoutés au document initial. Ce qui est très important, c'est de comprendre à quoi peut servir la paille dans le bâtiment. Et donc là, on est sur un domaine d'application qui est très précis. Hein. On considère que la botte de paille, hein, pas la paille, mais la botte de paille est un matériau pour la construction qui peut servir d'isolant thermique et d'isolant acoustique. Deuxième usage de cette botte de paille, elle va pouvoir servir à accrocher directement sur le support qu'elle forme un enduit. Et là, on a 2 familles d'enduits qui sont admis sur la botte de paille, les enduits à base de liants hydrauliques, donc toute la famille des chaux, et puis les liants à base d'argile, donc les enduits à base de terre. Ce domaine d'application, eh bien, il pose aussi des limites à l'emploi de la botte de paille pour la construction. Donc les règles ne concernent que la France métropolitaine, parce qu'il y a un aspect qui est très très important sur l'utilisation de la botte de paille par rapport à la migration de la vapeur d'eau. Et donc ça correspond à un contexte climatique que l'on maîtrise en France métropolitaine. Alors on intègre évidemment la Corse, hein, pas de susceptibilité. Ils sont considérés comme métropolitains, en moins pour l'usage de la paille. Voilà, mais on n'a pas d'application possible a priori aux Antilles ou dans les tomes. Pour ce qui est des bâtiments, eh bien, évidemment, on peut construire des établissements recevant du public avec de la botte de paille. On se limite en termes de hauteur actuellement, mais en termes d'usage, vous voyez, vous avez une grande variété de possibilités. Il n'y a que les bâtiments dont l'usage génère des grosses productions de vapeur d'eau, d'hygrométrie, donc on penserait aux cuisines collectives, aux saunas, aux vestiaires de gymnase, où là on va s'abstenir d'utiliser la paille parce qu'on va la contraindre, on va l'amener à ses limites en termes de possibilités. Mais voilà, on a une grande diversité de matériaux. Évidemment, dès qu'il y a un projet qui sortirait de ce domaine d'application, eh bien, il suffirait que les bureaux d'études fassent la preuve que ça fonctionne. Et on peut très bien imaginer des bâtiments dont le dernier plancher est au-dessus de 8 mètres. En fait, c'est une négociation avec le bureau de contrôle, les assureurs, pour justement aller au-delà de ce domaine d'application. Dans ces règles professionnelles, eh bien, comme il faut caractériser le matériau, et là on est en face de quelque chose de très très original par rapport au monde du bâtiment. Hein. Le monde du bâtiment, il est demandeur de normes, de coups de tampon, hein, normes NF, normes européennes, normes CE, etc. Et là on a un matériau qui est issu du monde de l'agriculture. Donc il n'est pas destiné originellement à un emploi dans le bâtiment. Et donc les règles professionnelles nous expliquent comment c'est en fait les metteurs en œuvre qui vont qualifier le matériau par rapport à son emploi. Et pour ça, on va faire un vrai diagnostic qualité, c'est-à-dire qu'on va avoir des critères de discrimination
d'un matériau par rapport à un autre, d'une botte de paille par rapport à d'autres. Et donc on a tout un descriptif qui concerne les exigences en termes de qualité. On reviendra dessus puisque dans l'étude de la filière agricole, on est allé essayer d'aller voir comment on pouvait travailler avec les agriculteurs pour se rapprocher finalement du matériau idéal. En ce qui concerne les règles professionnelles, eh bien, on a tout un descriptif évidemment des situations dans lesquelles la botte de paille pourrait être soumise au risque majeur, au risque que tous les matériaux d'isolation risquent de rencontrer dans la vie du bâtiment. Donc ça tient souvent à des points singuliers, des points liés à la conception du bâtiment. Donc évidemment, des situations caractéristiques d'exposition aux intempéries, de pièges à eau, de ruissellement, etc., de remontées capillaires. Et donc on a un descriptif de toutes les situations à risque pour que la conception prenne en considération eh bien ces dispositions de la botte de paille à aller résister à tous ces niveaux d'exposition. Pour ce qui est du matériau et de son emploi, comme c'est un matériau qui est issu du monde agricole, il n'est jamais parfait. Et notamment les manutentions qui vont l'amener jusqu'au chantier vont sans doute déformer un peu cette botte de paille. Et bien donc là aussi, on a des exigences pour les metteurs en œuvre pour qu'ils utilisent un matériau qui soit parfois corrigé, modifié à la marge. Et donc on a pas mal de petites techniques que l'on diffuse lors des formations pour améliorer ce matériau de base. On nous a aussi fait remarquer que souvent on dit que la botte de paille n'est pas un matériau industriel. Mais en fait, la presse agricole existe depuis plus de 100 ans, 120 ans, et a été améliorée pendant toutes ces années-là. Donc quelque part, c'est un des matériaux les plus vieux au niveau de l'industrie. Nous, on vient juste rapporter un peu de valeur ajoutée à cet endroit-là. Pour ce qui est des détails de conception, eh bien, en fonction de la nature des structures, du gros œuvre, il va y avoir des détails de mise en œuvre très très importants. Et donc tout est expliqué par des croquis, mais qui ne sont que des exemples, qui ne sont pas des recettes toutes prêtes dans les règles professionnelles, parce qu'il y a une grande diversité de structures qui peuvent accueillir la botte de paille. Donc voilà, à l'écran, il y a deux exemples d'angles, mais en fonction de la nature de la structure ossature bois, vous avez une dizaine, une quinzaine d'aménagements de l'angle possible. Concernant l'exposition de notre botte de paille à la migration de la vapeur d'eau, eh bien là, il y a des choses qui sont très très importantes à maîtriser. Et actuellement, dans le monde de la construction, c'est des phénomènes qui sont parfois un peu sous-estimés. En tout cas, dans ces règles professionnelles de la construction paille, on est allé bien au-delà de ce qui est souvent diffusé dans le monde de la construction bois, notamment une explication du phénomène de perméabilité à l'air et perméabilité à la vapeur d'eau des différents composants des parois. Et donc, on a élaboré, en fonction des compositions des parois, des stratégies qui sont différentes et donc des règles par rapport à la perspirance qui sont différentes. Petit exemple, une paroi sèche où la botte de paille est enfermée entre deux panneaux, ben là on va se retrouver finalement avec des fonctionnements qui sont assez proches de l'ossature bois classique, où on pourrait finalement substituer la paille à un isolant en laine de bois par exemple. Eh bien on appliquerait ces règles qui sont communes dans toute l'Europe, d'un SD intérieur qui est 5 fois supérieur au SD extérieur. Alors que quand on va avoir une composition de parois qui sera différente, notamment avec des enduits appliqués directement sur la paille, eh bien cette règle ne fonctionne plus. C'est une autre règle qui fonctionne. Et donc dans notre appréciation de la conception, il faut absolument maîtriser ces phénomènes de physique du bâtiment. Et ça fait l'objet dans la formation dite ProPaille d'un très très gros volet théorique. Sur la mise en œuvre, eh bien, on a toutes les cas qui sont évoqués. Donc,
il n'y en a pas tant que ça. Hein, on utilise la paille finalement en isolation pour des parois murales. On va l'utiliser pour des parois inclinées pour isoler des toitures. Et puis on l'exclut pour des parois horizontales de type plancher intermédiaire ou dalle bois, où là la paille est exclue dans les règles professionnelles. Donc finalement, l'usage de la paille, hein, voilà, c'est un plancher de comble, une isolation entre chevrons en toiture, alors plus ou moins inclinée, hein, puisqu'on peut très bien évoquer le cas des toitures plates ou des toitures à faible pente pour des étanchéités ou des toitures végétalisées, hein, c'est utilisable aussi, et puis essentiellement pour les parois murales. Des détails de conception très très importants qui sont liés à la non-déformation de la botte de paille ou son insertion, disons, comprimée entre des ossatures, à sa compression dans le sens vertical pour prévenir les éventuels tassements pendant la vie du bâtiment, et puis tous les détails liés à l'insertion des menuiseries, au phénomène de condensation qui peuvent être provoqués au niveau des tableaux de fenêtres, etc., à l'évolution ou à la circulation, au ruissellement des gouttes d'eau sur les appuis bas de fenêtres, enfin toute une variété de cas pratiques où il y a une réelle attention qui est demandée aux concepteurs. Pour ce qui est de l'utilisation de la botte de paille en tant que support d'enduit, eh bien, on va avoir aussi toute une mise en œuvre qui sera détaillée dans les règles professionnelles, avec les différentes couches qui vont être appliquées, les temps de séchage, et puis des indications aussi sur la composition des enduits. On a notamment un volet qui décrit les possibilités d'utiliser les enduits à base d'argile sur la paille, parce qu'en ce qui concerne les enduits à base de chaux, eh bien, on a déjà des références réglementaires. Hein. Il existe un DTU concernant les enduits à base de chaux, c'est du domaine traditionnel, alors que les enduits à base d'argile, avant l'arrivée des règles professionnelles de la construction paille, ne bénéficiaient d'aucun texte de référence, d'aucun texte réglementaire. Donc c'est bien le premier texte qui parle de l'utilisation de l'argile en tant que liant pour des enduits, c'est dans les règles professionnelles. Et donc on décrit la procédure pour qualifier ou non l'argile qu'on aura choisie par rapport à l'usage qu'on attend, par rapport aux résultats, par rapport au niveau de performance qu'on souhaite obtenir. Donc on est dans une démarche relativement proche du metteur en œuvre qui va choisir sa botte de paille selon des critères. Eh bien, on a une procédure qui permet de choisir l'argile dont on dispose et de faire des essais qui nous permettent de qualifier le matériau. Du coup, tout ce travail-là ne pouvait pas uniquement être imprimé sur un bouquin et puis diffusé comme ça, et puis allez-y, construisez en paille. Donc, les règles professionnelles doivent toujours, lorsqu'elles sont présentées à la commission de prévention produits, être accompagnées d'essais pour caractériser le matériau, parce que la commission de prévention produits en fait regroupe des représentants du bâtiment, la FFB, la Fédération française des sociétés d'assurance, la COPRED qui représente les bureaux de contrôle et divers organismes. Et en fait, il faut qu'on leur montre ce nouveau matériau et qu'on leur prouve qu'il fonctionne et qu'il va fonctionner durablement. Donc, on a toute une batterie de tests qui continue encore, qu'on a mis en place. Et c'est ça que je vais vous présenter très rapidement, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Donc voilà, tous les tests qu'on a fait, on est en train d'en refaire de nouveaux en ce moment, qui sont liés aussi à l'isolation par l'extérieur. On est en train de mettre en place des essais, enfin on a fini les échantillons, de résistance au choc des enduits sur support paille pour des enduits terre, des enduits chauds, des enduits terre chaud. Et puis également, on est en train de faire des essais d'absorption d'eau liquide des enduits. Donc une trentaine d'échantillons dans ce cas-là. Bonjour.
Alors les tests qu'on a fait, on a fait un test d'appétence vis-à-vis des termites, donc avec le FCBA. La conclusion de ce test-là, c'était que les termites ne survivent pas en mangeant de la paille, donc c'était positif. Un autre, c'est pas un test, mais un autre travail qu'on a fait, c'était de réaliser un cahier des ponts thermiques liés aux règles professionnelles des parois isolées en paille. Un autre test était de déterminer la capacité thermique massique de la paille également. Ensuite, on a réalisé la courbe d'absorption et de désorption de la botte de paille. Et on a aussi un paramètre qui était très important pour pouvoir déterminer les calculs de SD par rapport à la vapeur d'eau. C'était le coefficient de perméabilité de vapeur d'eau de la paille, qui est environ 1,15. Et puis, il y a 1 an et demi, on a aussi mis en place l'essai pour connaître la quantité de composés organiques volatiles et de formaldéhyde qui étaient diffusés par le matériau. Et quand on a reçu le test, on était content parce que les seuils étaient aucun seuil n'était atteint à part un des seuils qui était celui des formaldéhydes où ça a à peine été détecté. Et en fait, c'est normal parce que tous les matériaux ont des formaldéhydes, mais l'appareil était pas assez fin pour pouvoir même détecter qu'il y avait quelque chose dans la paille. Donc, on a le meilleur résultat possible. On était assez contents. Ensuite, on a mis en place des essais au feu. Donc, en haut à droite, des classements. Ça a donné le classement de réaction au feu du matériau paille, qui est le classement E. Ça permet de dire que la botte de paille peut être utilisée dans la construction. Si on avait eu le classement en dessous, qui était le F, on n'aurait pas pu utiliser la botte de paille pour de la construction. Ensuite, il y a le bureau d'études Gojard Technologies et d'autres personnes qui ont mis en place un essai LEPIR qui permet de réaliser des bâtiments de taille plus importante. C'est LEPIR 2. Ça permet de connaître la vitesse de transfert du feu. Vous voyez un gros foyer en bas qui est mis en place. La vitesse de transfert entre un étage et un autre. Voilà, il y a différentes choses qui sont testées là-dedans. Et donc ce résultat a été positif et a permis au bureau d'études Gojard de continuer sur le projet d'école d'ici les Moulineaux à Paris. Et c'est grâce à cet essai qui a été fait en 2012, je crois, que l'école a pu être construite. Et donc cet essai a aussi permis de construire d'autres écoles parce que il est transposable et le bureau d'études Gojard l'a mis à disposition. C'est pas obligé. Les gens qui réalisent ce genre de tests peuvent garder les résultats pour eux. Et le bureau d'études a décidé de le donner à ceux qui en ont besoin. Enfin voilà, ils peuvent l'utiliser comme bon leur semble. Et ensuite, on a aussi fait des essais de réaction au feu au FCBA. Donc là, c'est un angle de mur qu'on a enduit, donc soit avec de la chaux, soit avec de la terre, et qui permet de donner une classification, donc qui est BS1D0, qui signifie que il n'y a pas de gouttelettes enflammées qui sont produites, qu'il n'y a pas de fumée toxique non plus qui ont été dégagées lors de la combustion de notre angle de mur, et donc que cette composition est tout à fait adéquate. Et donc là, c'est pour toutes les règles professionnelles, toutes les solutions qui sont inscrites dedans. Les essais terre et chaud sont validés dans ce cas-là. Ce qui est intéressant quand on a fait ces essais-là, vous voyez le mur à la fin de l'essai, c'est quand même un essai de plus de 20 minutes avec une grosse flamme. Et en fait, l'enduit terre, il cuit, et l'enduit chaud, il est un peu cuit aussi. Et puis on peut le gratter, et derrière la paille est noircie, mais elle ne prend pas feu. Donc voilà, c'était aussi intéressant d'avoir l'après-test. On a aussi réalisé la FDES de la botte de paille. On est d'ailleurs en train de la faire mettre aux normes au niveau européen parce qu'il y a de nouvelles normes qui sont mises en place et le travail est quasiment terminé dans les jours qui arrivent. Et on va intégrer cette FDES dans la base IGNIES dans les deux mois à venir. Donc ce qui permet quand même... On peut préciser ce que ça veut dire, FDES et IGNIES? Donc FDES, c'est une fiche déclarative environnementale et sanitaire, et la base IGNIES rassemble pour les matériaux pour lesquels il y a eu une déclaration justement tous les indicateurs qui sont apparus sur la deuxième colonne et qui permettent de comparer les matériaux entre eux
et d'affecter avec des logiciels ensuite d'énergie grise ou des logiciels environnementaux, en montant plus ou moins les curseurs, de faire des choix en conscience par rapport à ces indicateurs. Et d'ailleurs, tout ce travail-là, là c'est une FDES collective, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont été prises en compte là-dessus, et on est en train de le faire vérifier, ce qu'on appelle vérifier par tierce partie, c'est-à-dire que c'est un examinateur qui est indépendant, qui va vérifier tout le travail qui a été fait, de manière à donner une sorte de plus-value à cette FDES. Oui, parce que la FDES, c'est une déclaration volontaire, et donc n'importe quel industriel qui a un produit à mettre en œuvre peut publier ce genre d'indicateur. Évidemment, si c'est vérifié par un organisme tiers, ça a beaucoup plus de valeur que si les données sont fournies uniquement par l'industriel. Et pour finir sur cette FDES, ce qui était intéressant, c'était de voir que la botte de paille, par rapport à tous les autres isolants, avait un bilan toujours, sur tous les paramètres qui étaient là, avait un bilan toujours meilleur par rapport aux autres isolants, à part un ou deux où c'était égal à un des autres isolants. Donc c'était quelque chose d'assez positif quand on fait des analyses de cycle de vie. Donc Emmanuel va vous faire un petit topo sur la... Oh, non, je le fais sur la formation Vopaille. Donc ces règles professionnelles, on vous a expliqué un peu comment était conçu ce document, à quoi il servait. Évidemment, pour les professionnels, il nous semble très intéressant qu'ils connaissent en conscience le contenu de ces règles, mais on est persuadé que ce matériau botte de paille, il a quelque chose de particulier, en ce sens que, n'étant pas complètement standard, il faut savoir le qualifier, et il faut savoir le modifier, le corriger, et puis l'utiliser à bon escient, dans les bonnes structures, etc. Et que ça demande forcément une formation pratique. Donc notre formation ProPaille, c'est une proposition qui est faite aux professionnels d'intégrer sur une semaine un stage qui permet d'allier des phases théoriques et puis des phases pratiques. Donc dans les phases théoriques, je vous en ai parlé, il y a un gros volet sur la physique du bâtiment et la thermique. Et puis il y a un volet aussi sur la correspondance avec les autres réglementations, hein, ce qui concerne le gros œuvre, et puis les interfaces avec les autres corps de métier. Hein, on pense aux plombiers, à l'électricien, etc. Est-ce qu'on peut faire la même installation électrique ou la même installation de plomberie dans une construction paille que dans une autre construction? Enfin, il y a énormément de sujets à balayer sur le plan théorique. Et puis, sur le plan pratique, eh bien, on va travailler avec des maquettes à échelle 1, et on va se coltiner le matériau, on va se confronter à sa plasticité, à ses réactions, et ça, c'est extrêmement important. Donc, ce stage, il est dimensionné de la même façon partout en France. Hein, le réseau français de la construction paille a identifié des centres de formation qui sont habilités à diffuser ce module, et puis à former des formateurs qui travaillent en binôme. Ils sont toujours deux, et on travaille sur une complémentarité des compétences des formateurs pour guider les stagiaires vers à la fois beaucoup d'efficacité, beaucoup d'intensité dans les phases pratiques et théoriques. Et puis ça débouche par un examen final qui permet d'être agréé ProPaille. Et c'est avec ce certificat, cette sorte de diplôme, qu'on peut aller négocier avec son assureur une décennale, sachant que cela prouve qu'on a bien compris et qu'on connaît suffisamment les règles professionnelles pour rentrer strictement dans ce cadre. Voilà, donc il y a toute une liste d'organismes de formation qui sont accrédités par le RFCP, un peu partout en France. Et pour ce qui concerne la région Rhône-Alpes, il y a trois centres de formation qui sont agréés. Et aujourd'hui, il y a un stand de l'association OICOS. Donc, nous sommes salariés de l'association OICOS, mais OICOS est aussi un centre de formation qui délivre un stage ProPaille. Juste une petite précision sur le fait d'aller voir son assureur pour obtenir une assurance décennale. C'est une négociation, mais quand les gens n'ont jamais fait de bâtiment, s'ils ont juste fait une formation ProPaille,
l'assureur ne va pas les prendre en compte. Il y a même des assureurs qui, malgré le fait de ne pas avoir fait la formation ProPaille, peuvent assurer des gens sur la formation ProPaille parce que ce que les assureurs regardent, c'est aussi l'expérience des gens. Donc, en gros, on arrive devant son assureur, on donne une sorte de CV où on montre qu'on a bien travaillé sur des chantiers, que les chantiers sont de qualité. Et la formation ProPaille est un plus, bien sûr, mais ça ne fait pas tout. Donc aujourd'hui, ce dispositif de formation, il est en route depuis 2012. Donc on estime pour le moment à un peu plus de 400 personnes qui ont suivi cette formation ProPaille et qui ont réussi au test final. Et puis sur la région Rhône-Alpes, sur le territoire national, il y a à peu près 70 formateurs ProPaille. Et ces formateurs ProPaille, évidemment, eux aussi, ils doivent être remis à niveau régulièrement. Donc les connaissances et les éventuelles modifications sur la méthode pédagogique, voire sur le contenu des règles professionnelles, doivent être acquis par ces formateurs. Donc cette notion de montée en compétence des formateurs ProPaille est gérée par le réseau national. Mais le réseau ne fait pas de formation. Ce sont uniquement les centres de formation qui délivrent des formations ProPaille. Et en fait, on a aussi souhaité avoir beaucoup de formateurs ProPaille, parce que déjà, ils ont d'autres activités à côté que d'être formateurs. Ils sont souvent entrepreneurs, architectes, etc. Et également, on espère qu'il va y avoir de plus en plus de formations et qu'on sera prêt pour pouvoir répondre à la demande. C'est ça. À partir du moment où ils ont cette compétence pour former les professionnels, on suppose aussi qu'ils ont la capacité de transmettre l'essentiel de la construction paille à d'autres publics. Et on imagine aussi les formations spécifiques du bâtiment, y compris au niveau des CAP, des écoles d'architecture, enfin tous les professionnels qui sont en formation initiale. D'ailleurs, les formations de formateurs qui continuent aujourd'hui, à la fin de ces formations-là, il y a des gens qui deviennent formateurs ProPaille et d'autres qui deviennent formateurs paille, qui n'avaient pas forcément envie de devenir formateurs ProPaille, qui étaient par exemple des professeurs dans des CFA, dans des écoles d'archi, et qui ont envie quand même de diffuser un peu la construction en paille, mais qui aimeraient déjà avoir un contenu, un bagage et aussi une mallette pédagogique. C'est ce qu'on leur donne aussi à la fin de ce stage. Et donc ça permet aussi d'avoir des antennes dans des réseaux qu'on ne touchait pas jusqu'ici. Et ce qui accompagne donc la formation ProPaille, lorsqu'on est allé voir la commission prévention produits, c'est le retour d'expérience. En fait, au bout de 2 ans, on va revoir la commission prévention produits et on leur dit est-ce que depuis 2 ans il y a eu des nouveaux problèmes, est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez décelées qui devront être modifiées dans les règles professionnelles ou pas. Donc ça, c'est un travail qu'on effectue depuis 2012, qui est assez long. Donc bientôt, là en 2016, on va refaire notre 2e retour d'expérience pour montrer l'évolution de certains bâtiments. Donc il y a plusieurs niveaux qu'on leur a présentés. Alors d'abord, lorsqu'on a présenté en 2014 notre retour d'expérience, on avait essayé de recenser certains bâtiments qui étaient faits par des professionnels et qui nous auront envoyé des fiches d'autocontrôle. Donc on avait recensé à ce moment-là 167 bâtiments et il y avait 61 entreprises qui mettaient en œuvre la paille. Ensuite, on a choisi d'analyser 9 bâtiments en particulier, de les suivre tout au long de leur vie. Et donc, c'était des bâtiments qui étaient un peu répartis dans toute la France et qui avaient différents types de parements. Le protocole, on a tout un petit protocole qu'on a mis en place où on utilisait différents instruments de mesure et aussi l'observation visuelle. Donc, notamment, la chose qui me paraît la plus importante, c'était le midimètre, c'est-à-dire qu'on venait faire des trous chez les gens, donc fallait quand même négocier de faire des trous dans une maison qui était toute neuve, hein, c'était pas si évident que ça. Et puis de vérifier s'il y a différentes profondeurs et différentes hauteurs dans des pièces les plus exposées, par exemple. La botte de paille était à des taux d'humidité trop importants, qui pourraient dire qu'il y aurait eu un compostage. Et c'était pas le cas. Sur aucune des maisons, on a eu des taux d'humidité importants. Par contre, moi, je suis allée visiter d'autres bâtiments plus anciens qui n'étaient pas forcément conformes aux règles professionnelles. J'ai fait ça il y a 3 ans. Je suis allée en visiter une dizaine dans la région Rhône-Alpes. Et là, par exemple, on avait un bâtiment qui avait un OSB en extérieur et des enduits terre intérieurs sur une des façades, la façade nord.
toute la maison est entièrement enduite, mais à ce niveau-là, au niveau de l'OS Berne extérieur, donc une paroi qui n'est pas conforme aux règles professionnelles parce qu'elle ne respecte pas les bons coefficients de diffusion de vapeur d'eau, eh ben, la paille était noircie. Ça aurait été de la laine de bois, ça aurait été le même problème, et même de la laine de verre. Mais comme quoi, ce paramètre parce qu'on parle beaucoup de SD, mais ce paramètre est important. Et ça permettait aussi de confirmer à la C2P que les règles qu'on avait mis en place étaient importantes et convenaient. Donc sur ces 9 bâtiments, on a fait donc ce test avec le midimètre. Ça, c'est un objet qui est utilisé par les agriculteurs lorsqu'ils mettent en presse les bottes de paille pour vérifier que l'humidité de la paille qui est dans le champ, qui est en andin, n'est pas trop importante. Sinon, ça risque de poser des problèmes. Donc nous, on l'utilise dans le bâtiment. On a aussi fait des petits relevés thermiques et de la caméra thermique sur toutes ces façades-là, qui auraient peut-être pu nous montrer s'il y avait eu une mise en comment on appelle ça, un compostage au niveau d'un mur, peut-être des élévations de température ou en tout cas des auréoles à certains endroits. Bon, on n'en a pas sur ces maisons-là, on en a pas trouvé. Après, on faisait un contrôle visuel, on regardait aussi tout ce qui est fissures, etc. Et aussi, on a décidé de faire un petit questionnaire sur le confort que ressentaient les habitants, quelque chose qui n'est pas du tout objectif, qui est totalement subjectif, mais qui est quand même intéressant parce que dans ces maisons-là, dans les maisons éco-construites, on dit souvent qu'il y a une ambiance différente. Et on voulait aussi porter ce message à la commission prévention produits, en leur disant que c'est bien beau de vous montrer de la caméra thermique, des chiffres, des calculs, mais il y a aussi tout un aspect subjectif qui est important. Et d'ailleurs, lorsqu'on est allé leur faire le retour d'expérience à Paris, on est allé aussi visiter un chantier d'un bâtiment en paille pour leur montrer qu'est-ce que c'était en vrai. Donc les défauts qu'on avait constatés étaient assez minimes, on les voit pas trop sur la façade, sur la diapo, pardon. Il y avait des micro-fissures sur les enduits de finition, mais c'était des micro-fissures qui n'étaient pas intrusives, donc qui ne causaient pas de dégâts. Des décollements parfois au niveau du bois, mais ça c'est aussi lorsqu'il n'y a pas de bavette en alu en bas de mur. Des bâtiments qui bougent un peu, l'ossature bouge, du coup il y a des fissurations qui peuvent se faire, mais on n'a jamais vu sur ces bâtiments-là, il n'y avait jamais eu de grosses fissures. On en avait vu une qui avait été un professionnel donc qui avait fait ce bâtiment-là, il y avait eu une grosse fissure suite à l'ossature qui avait bougé. On le voit un petit peu sur la façade, qui avait été rebouchée. Et donc, c'était intéressant aussi de voir, est-ce que le fait d'avoir laissé un peu la fissure pendant quelques mois ouverte, d'être revenu la retoucher et d'avoir refait un peu de travail là-dessus, est-ce qu'il y avait eu des dégâts derrière? Grâce à la caméra thermique, on n'a pas vu de désordre à ce niveau-là. Ensuite, quelque chose d'un peu plus compliqué, on a mis en place des capteurs intramuros dans 2 bâtiments en paille, on va dire. Donc, ce sont des capteurs d'humidité relative et de température qui nous permettent de voir comment réagit un mur aux variations climatiques et aux variations à l'intérieur des pièces. Donc, en général, on mettait toujours nos capteurs au niveau des salles d'eau et bien sûr des salles qui sont les plus exposées au niveau là par exemple au niveau de l'ouest, c'était là que la façade prenait le plus la pluie et le vent. Et donc on a instrumenté ces bâtiments. Ah bon, j'ai pas mis plus. Rapidement, c'est toujours compliqué d'avoir des analyses fines de ce que l'on relève parce qu'en fait il y a plein de paramètres que l'on ne connaît pas. Et pas que sur la paille, sur plein d'autres matériaux d'ailleurs. Donc ça nous a quand même rassurés parce qu'on a vu que nos bâtiments n'avaient pas de problème et que, a priori, les résultats sont plutôt positifs. Mais ça pose la question quand même de vouloir toujours tout instrumenter alors qu'on sait que ça fonctionne. Parce que l'expérience nous fait dire que ce genre de bâtiment fonctionne et qu'on veut toujours tout analyser alors qu'on n'en a pas vraiment les moyens. Donc j'en reparlerai avec ceux qui veulent en savoir plus, mais voilà, quelque part la commission prévention produits était intéressée par ça, mais ils n'ont pas la capacité d'aller analyser plus profondément ce que ça veut dire. Donc, pour vraiment savoir comment fonctionnerait la paille et comment pourrait moisir la paille, il faudrait plusieurs années de recherche et plusieurs millions d'euros et de millions d'éprouvettes pour pouvoir vraiment analyser concrètement l'évolution de la paille dans le temps. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que de la paille, on en a retrouvé dans les pyramides qui étaient intactes au bout de 5000 ans.
parce qu'elle était bien protégée. Et donc, c'est quelque part la conclusion, c'est que tant que la paille est bien protégée, elle peut durer quand même quelques dizaines, voire centaines d'années. Donc on va passer à une autre partie, on était plutôt sur le national. Là on va vous parler du travail qu'on a fait avec Emmanuel sur la région Rhône-Alpes. Donc l'association OICOS est le correspondant régional du réseau français en région Rhône-Alpes. Donc en fait, le conseil régional a souhaité soutenir la construction en paille à partir de 2010. Il y avait eu une remontée d'un des élus qui voulait faire une maison en paille et la labelliser BBC à l'époque, et qui en fait n'arrivait pas à faire labelliser sa maison parce qu'Effinergie ne reconnaissait pas la botte de paille. Donc il y avait eu tout un travail là-dessus. C'était à l'époque le centre de formation de Néopolis qui avait commencé ce travail-là. Et puis le RFCP en 2011. En 2011, le RFCP a souhaité, a continué ce travail et donc a mis en place 3 actions avec le soutien de la région Rhône-Alpes. Donc l'étude du potentiel de la paille de lavande et de son développement en tant que matériau de construction. La mise en place de la formation pro-paille, à l'époque elle n'existait pas, donc il a fallu écrire tous les contenus pédagogiques et donc la première formation a été mise en place en région Rhône-Alpes. Et ensuite l'installation des capteurs que je vous ai montrés auparavant. Et en 2013, lorsqu'on a lancé la régionalisation du réseau français de la construction en paille, eh bien, OICOS a répondu à cet appel, et c'est désormais cette association qui représente la construction en paille au niveau régional. Et depuis cette année, l'ADEME intègre notre projet, une partie des actions que l'on mène sur la construction en paille. Depuis 2 ans, on a travaillé sur 4 actions différentes. Donc, structurer la filière régionale, ça c'est Emmanuel qui va vous en parler. On a aussi commencé le travail de la rédaction des règles professionnelles pour l'isolation thermique par l'extérieur. C'est en cours, ça continue. On a aussi continué un dialogue un peu plus soutenu avec les assureurs et les bureaux de contrôle pour faciliter le dialogue, recenser les bureaux de contrôle, les assureurs. Et leur expliquer déjà ce que c'est que des règles professionnelles parce qu'ils ne le savaient pas forcément. Et puis ensuite, il fallait continuer à analyser les résultats des capteurs qui étaient installés. Donc Emmanuel va vous présenter les 4 axes autour de la filière régionale, qui sont l'étude de la filière agricole, la structuration de toute la filière construction, sa valorisation au niveau du site internet et l'animation régionale. Pour ce qui est de la filière agricole, donc on se posait légitimement la question de savoir qu'en tant qu'utilisateur de ce matériau, est-ce qu'on allait pouvoir durablement trouver le matériau qui nous convient en termes de qualité et puis aussi en termes de quantité, et comment on allait intervenir sur un marché finalement qui existe sans nous. Donc il s'agissait d'aller à la rencontre du monde agricole, de collecter des chiffres, des statistiques, et puis de mettre en face finalement les demandes du secteur de la construction avec les possibilités du secteur agricole. Alors pour ce qui est des caractéristiques attendues de la botte de paille, on les a reprises sur ces diapositives, mais on en a déjà parlé puisque ça fait vraiment l'objet d'un chapitre spécifique dans les règles professionnelles. Mais voilà, ce qu'on va demander aux agriculteurs finalement, c'est de nous produire de la paille sèche. La paille sèche, on a un indicateur qui est très très important, c'est ce 20% d'humidité relative, c'est notre seuil. D'ailleurs, c'est la teneur en eau, on marque toujours humidité relative, mais c'est teneur en eau. Teneur en eau par rapport au poids de la botte de paille. Donc si j'ai une botte de paille qui pèse 10 kg, voilà, j'accepte pas plus de 2 litres d'eau liquide dans ma botte de paille. Donc ça se mesure avec l'humidimètre, on va revenir dessus. Idéalement, il faudrait que cette botte de paille elle soit bien cubique, qu'elle soit correctement ficelée. Donc dans le monde agricole, il y a des types de ficelles. On communique notre exigence à l'agriculteur. Ça ne devrait pas tellement changer par rapport à sa pratique. Et puis on a une exigence qui est importante en termes de masse volumique, où le minimum pour nous, c'est du 80 kg du mètre cube. En dessous, on aura du mal à faire de la qualité. Tout le reste, finalement, c'est de la négociation avec l'agriculteur. Ce matériau, il est produit
depuis plusieurs dizaines d'années, hein, voire une centaine d'années. Et voilà, il n'est pas du tout destiné à la construction. Donc comme on l'a dit, c'est le metteur en œuvre qui, lui, va qualifier ce matériau. Il va vérifier donc cette teneur en eau à l'aide d'un humidimètre. Donc ça, c'est des appareils qui sont spécifiques dans le monde agricole, mais dont on sert ici. Et vous verrez là dans le stand d'exposition à la sortie, donc Caliclay, qui est une entreprise qui commercialise des outils spécifiques pour la construction paille, et dont l'humidimètre. Ensuite, il y a un contrôle évidemment de cette masse volumique. Donc ça passe par un pesage de la botte de paille, un contrôle de ses dimensions. Et puis, en fonction de l'humidité relative qu'on aura mesurée, de la teneur en eau, on va utiliser des tableaux qui vont nous corriger cette teneur en eau pour aboutir à une masse volumique de matière sèche, ce qui est important. Pour le moment, on n'a pas d'exigences particulières en termes d'agriculture conventionnelle ou biologique, même si on a une réelle sympathie pour la conversion de l'agriculture vers une agriculture moins utilisatrice de pesticides. Simplement, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, les producteurs de céréales bio avaient une utilisation de la paille en interne qui était souvent très très importante et qui en avait finalement pas beaucoup sur le marché. Donc cette exigence, elle était peut-être un peu démesurée pour nous, d'exiger à tout prix une paille biologique, alors que c'était beaucoup plus important pour un éleveur d'avoir la paille biologique pour que le produit fini soit correctement composé, enfin avec tous les entrants de sa chaîne de production. Alors que nous, finalement, quand on voit l'influence sur la qualité de l'air, par exemple, de notre botte de paille, la botte de paille qu'on a fait estimer pour avoir l'étiquette qualité de l'air, eh bien c'était une botte de paille issue de l'agriculture conventionnelle. Donc pour le moment, on n'est pas sûr que ça soit vraiment terriblement important pour l'aspect sain de la construction d'aller rechercher systématiquement l'agriculture biologique. Depuis les années 80, les autoconstructeurs finalement ont élaboré une stratégie pour aller chercher ce matériau paille, une stratégie qui était d'aller contacter le paysan de proximité et puis d'aller s'approvisionner avec une quantité destinée à sa construction. Donc une petite maison consomme 300 bottes de paille, une maison un peu plus importante, ça peut aller jusqu'à 800, 900 bottes de paille. Voilà, on peut contractualiser avec son agriculteur local. Simplement, on s'est aperçu que eh bien, ce modèle, il n'était pas forcément durable dans le temps. D'une part parce que les machines vieillissent, et c'est très très important parce que la qualité finalement du machinisme va avoir une influence directe sur la masse volumique. Et comme pour nous c'est un critère capital, eh bien on disqualifie finalement forcément les presses qui seraient très anciennes. Or dans ce modèle d'agriculture, la presse qui fabrique les petites bottes, elle est en perte de vitesse depuis de nombreuses années, puisque les agriculteurs ont adopté d'autres formats qui sont la balle ronde ou la grosse botte de paille. Et donc ils gardent parfois précieusement une petite presse pour faire de la petite botte, mais ils ne renouvellent pas souvent ce matériel. Donc on est confronté à ce modèle qui tient pas. Alors on a dû identifier donc d'autres partenaires possibles. Et ces autres partenaires, c'est des gens qui travaillent dans la filière agricole en tant que négociants. C'est-à-dire qu'eux, ils font des travaux agricoles et ils font du pressage à façon. C'est-à-dire qu'ils achètent de la paille dans le champ aux agriculteurs et qu'eux-mêmes ont les machines pour transformer ça en balles rondes, en grosses bottes ou en petites bottes. Et ces entrepreneurs de travaux agricoles, eh bien, c'est des gens qui ont du matériel récent, puisque ça fait partie de leur principale activité. Et eux vont aboutir finalement à des données techniques pour la production de la botte qui sont très intéressantes pour nous. Parce qu'on peut avoir des bottes de paille avec une masse volumique
au moins atteignant les 80 kg du mètre cube, voire beaucoup plus. Et donc, ce sont des interlocuteurs très intéressants, non seulement sur le plan technique, mais aussi parce qu'ils sont très à l'écoute de notre filière, parce que ce sont des commerçants, ce sont des négociants. Et ils ont des prestations complémentaires qui nous intéressent aussi, parce qu'ils interviennent, eux, dans le monde agricole, pour stocker à la fin de l'été des grosses quantités de paille, et puis les commercialiser auprès des secteurs agricoles qui en ont besoin, notamment le secteur de l'élevage. Et dans la région Rhône-Alpes, on a très nettement identifié une grande disparité entre les zones de production et les zones d'utilisation de la paille. Et ces gens-là qui interviennent à cette interface, ils sont très intéressants aussi pour le monde de la construction, parce qu'ils sont capables de stocker de la paille durablement, à l'abri, dans des hangars spécifiques, et de la livrer. Donc aujourd'hui, dans notre modèle d'approvisionnement, ce sont des interlocuteurs très très intéressants. Alors évidemment, voilà, on est dans un monde où l'agriculture évolue, et donc on essaye d'anticiper, d'avoir un coup d'avance, d'imaginer si notre botte de paille, dans le futur, elle sera produite de la même façon. On s'aperçoit notamment que sur le sujet de la moisson, eh bien, le machinisme fait que finalement on a un matériau qui est un peu différent, et notamment une paille qui est souvent fracturée, qui est souvent scindée en plusieurs brins, et donc il faut faire avec. Et aujourd'hui, on fait avec, justement, avec les presses les plus récentes, celles qui sont sorties sur le marché dans les 5-6 dernières années, et qui aujourd'hui sont tellement chères que le paysan local, lui, n'est pas capable de les acheter. Hein. Donc on est bien en face de spécialistes, les gens qui font du pressage à façon. Donc ces presses, elles, peuvent nous faire de la qualité, même avec des brins de paille qui sont un peu fractionnés par la moisson. Ces gens-là qui stockent de la paille et qui la commercialisent, ils sont équipés aussi de groupeurs. Hein, c'est des machines qui passent derrière la presse et qui ramassent les bottes de paille et qui en font des paquets de 14 qui sont ficelés ensemble et qui ensuite sont manutentionnés de façon beaucoup plus efficace. Donc ça permet pour ces opérateurs un rendement qui est très intéressant. Je vous ai donné des chiffres, hein, c'est vraiment pour donner des exemples. Voilà. J'ai travaillé avec 3 personnes, donc il y en avait un qui était à la presse, un qui était au groupeur et un qui était au manuscopique pour soulever et puis poser les paquets de bottes sur une remorque. Et donc ils étaient capables de faire 10 tonnes à l'heure. 10 tonnes à l'heure, c'est déjà un gros bâtiment en termes d'utilisation de la paille. Donc voilà, on s'aperçoit aujourd'hui finalement que le machinisme agricole, il va influencer aussi la qualité intrinsèque du matériau botte de paille. Et on a finalement dans le modèle ancien, avec nos vieilles presses, une botte qui est relativement peu dense, mais on connaît à peu près l'agencement des brins de paille à l'intérieur de cette botte de paille. Alors qu'avec la moisson un peu moderne, un peu productiviste, et puis la presse plus récente aussi, eh bien on va avoir un matériau qui sera différent en termes d'agencement des brins, qui sera très très dense. Et donc on imagine un peu comment vont se répartir ces différents matériaux entre les filières aussi, entre les systèmes constructifs. Hein, il va y avoir peut-être un système constructif qui appréciera volontiers cette botte de paille plus récente, plus moderne, et puis un système constructif qui va beaucoup plus se plaire avec la botte de paille à l'ancienne, un peu moins dense. Et donc nous, c'est très intéressant de diriger finalement les opérateurs aussi sur les bons fournisseurs. Et donc on essaye de travailler en fonction des professionnels et des usages, des types du bâtiment aussi, pour identifier quelle sera la ressource la plus adaptée au système constructif. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de mal à accéder aux statistiques, aux chiffres, mais on va pouvoir en tout cas être rassuré par rapport aux quantités disponibles et puis par rapport aux besoins actuels et futurs de la filière. On a quelques notions aussi en termes de coûts, de prix. Voilà, pour résumer ce qui se passe dans la région Rhône-Alpes, on a toutes les zones de plaine au centre, où on a de la céréale en quantité, et puis les zones de moyenne montagne, en Ardèche, dans la Loire, et puis évidemment l'arc alpin, où là on a beaucoup moins de production de céréales, et puis par contre plus de besoins, parce que c'est là que se situe l'élevage.
Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir déjà un premier chiffre, hein, c'est la surface qui est destinée à la culture de céréales à paille. Donc là-dedans, on trouve principalement les blés, 80% des surfaces, mais aussi l'orge, l'avoine, le seigle. Sur ces 163 000 hectares, on est capable de produire à peu près 500 000 tonnes de paille. Mais toute cette paille ne va pas être extraite du champ pour être transformée en bottes de paille. En gros, il y en a 60% qui est exporté et 30% qui est laissé dans le champ. Donc ça, c'est des données agronomiques, c'est les besoins de la terre qui imposent cette espèce de ratio. Donc en région Rhône-Alpes, on sait qu'on dispose en théorie de 300 000 tonnes de paille. Sur ces 300 000 tonnes de paille, le débouché principal, c'est le secteur agricole, l'élevage. Et puis, tout un secteur secondaire, c'est notamment le secteur du hippisme, des clubs, des haras, etc., qui était aussi le premier client des négociants en paille. Le secteur construction, finalement, viendra vraiment à la marge. Sur ces 300 000 tonnes, alors on a essayé d'estimer quel était notre besoin. Donc on a pris des chiffres et puis on s'est pris une bonne marge de sécurité. On a dit que si on avait un bâtiment moyen avec 230 mètres carrés à isoler en bottes de paille, ça nous consommerait environ 10 tonnes par bâtiment. C'est vraiment une moyenne, hein, comme je vous dis, une maison plus classique, hein, de 120 mètres, 130 mètres carrés, elle consommera à peu près 400 à 500 bottes, donc pratiquement la moitié, plutôt proche de 5 tonnes. Et puis deuxième hypothèse, on s'est dit si en Rhône-Alpes on est capable de fabriquer 100 bâtiments par an, voilà, notre besoin ça serait 1000 tonnes actuellement. Mais ça, c'est un chiffre qui, à notre avis, est très très ambitieux. On est en dessous pour le moment. Et sur ces 300 000 tonnes, on a estimé ce qui était actuellement récolté en petites bottes, soit environ 15%, donc 45 000 tonnes. Voilà ce qu'on peut rapprocher. Le besoin de la filière actuelle, grand maximum 1000 tonnes, est disponible sur le marché immédiatement, chaque année, 45 000 tonnes. Donc voilà notre... les ordres de grandeur. Donc ça permet de rassurer le monde agricole. On ne vient pas du tout déstabiliser un marché. On s'inscrit vraiment à la marge en termes de quantité. Pour ce qui concerne l'aspect économique, si on considère un prix moyen de la commercialisation de la paille qui est de l'ordre de 120 € de la tonne, mais évidemment ça fait des effets d'opportunité en fonction de la disponibilité de ce matériau, hein, puisqu'on est sur un matériau saisonnier, eh bien, ça représenterait un chiffre d'affaires pour la filière agricole de 120 000 € seulement. Donc, vous voyez bien qu'en termes d'impact économique, la construction n'intervient pour quasiment rien dans le secteur agricole. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de relation privilégiée avec le monde agricole en disant c'est la construction paille qui va vous donner des revenus complémentaires. On s'inscrit toujours vraiment à la marge de ce commerce. Cette production, elle est soumise à des aléas. L'an dernier, c'était catastrophique dans la région Rhône-Alpes. On a eu des conditions météo qui n'ont pas permis de récolter beaucoup de paille et de la paille de mauvaise qualité en plus, très humidifiée. Donc on a notre critère de 20% qui nous a imposé d'exclure finalement de la paille qui était pas récoltée dans les bonnes conditions. Cette année, on a eu le contraire, un épisode de sécheresse importante, mais en termes de quantité, c'était pas fabuleux non plus cette année, parce que la sécheresse, elle était un peu prévue et les prévisionnistes avaient dit aux agriculteurs, aux chambres d'agriculture, essayez de garder de la paille sur le champ. Et en fait, on a vu un léger glissement des pratiques, c'est-à-dire que il y a des agriculteurs qui auraient dû récolter leur paille et qui l'ont laissé dans le champ pour faire un espèce de couvre-sol pour anticiper les effets de la sécheresse. Voilà. Donc on maîtrise pas encore tout, on en apprend chaque année là sur ces histoires de disponibilité, mais voilà. Donc cette année, a priori, il y a la quantité pour construire, mais chaque année on surveillera ça. Donc voilà pour la filière agricole, je crois qu'il va falloir qu'on accélère. Je
je le dis. Alors, rapidement, au niveau de l'animation de la filière, on répond aux sollicitations des gens qui nous envoient des emails, qui nous appellent pendant toute l'année, notamment Emmanuel. Et aussi, on a en juin organisé les premières rencontres régionales de la construction en paille aux grands ateliers. Donc, c'était le 5 juin 2015. Et on espère organiser de nouvelles rencontres en juin prochain. Donc, ces premières rencontres, ça permettait d'avoir des temps d'échange entre les professionnels, des petits stands et quelques petites conférences. Et finalement, on a voulu aussi un peu ouvrir la porte à des prospects. Et finalement, peu sont venus. Du coup, on s'est dit que pour la prochaine édition, ce serait vraiment des temps d'échange entre professionnels, donc en juin, parce qu'ils ont besoin de se retrouver, de discuter. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont venus, je pense, plus pour discuter que pour écouter notre présentation. Et on s'est dit par contre, tout ce qui est prospect et particulier, on allait essayer de les faire venir sur des salons. Et là, on est en train de voir avec Primevert s'il serait possible de faire un salon au niveau de l'habitat sur la paille et le bois, donc avec la filière bois du Rhône, Fibois, donc faire une proposition de stand commun avec des démonstrations et aussi d'être là pour répondre justement à toutes les questions autour de la construction en paille et donc aussi de la construction en bois. Donc ça, c'est à voir. On est en train de voir si c'est possible avec Primevert. On va vous présenter aussi tout ce travail qu'on a fait sur le recensement, qu'on a valorisé sur un site internet. Voilà, l'aspect structuration de la filière paille, c'est évidemment d'identifier tous les acteurs. Donc, on a parlé de ces acteurs de la filière approvisionnement, mais aussi donc tous les concepteurs et les metteurs en œuvre. Et donc, ce travail, il aboutit finalement à un outil qui est disponible en ligne pour tout le monde. Et donc, qui est un site internet. Vous voyez, l'adresse est facile à identifier. Hein. Vous rentrez simplement ces mots-clés, vous trouverez sur Google l'accès directement à ce site. Alors, ce site, il va nous permettre finalement d'identifier deux choses principalement. Les bâtiments qui ont déjà été construits dans la région Rhône-Alpes et qui utilisent le matériau paille. Donc on a fait un inventaire que l'on espère exhaustif, qui pour le moment n'est pas complet en ligne, hein, parce que dans cet inventaire, dans ce pré-inventaire, on a identifié à peu près 350 bâtiments en région Rhône-Alpes qui utilisent la botte de paille. Et pour le moment, sur le site internet, on a renseigné un peu plus de 180 fiches individuelles de bâtiments. Donc en allant voir sur ce site internet, on accède aux fiches individuelles des bâtiments qui nous présentent des caractéristiques de ces bâtiments, donc les choix en termes de matériaux, les options techniques, les options en termes de finition, etc. Et puis, comme on va le voir sur le site lui-même, dans ces fiches détaillées par bâtiment, on va identifier les acteurs qui ont participé à cette construction. Donc on va notamment avoir les concepteurs, mais aussi toutes les professions qui sont vraiment en lien avec cette thématique de la construction paille, donc les gens du gros œuvre notamment, les entreprises de structure bois, les bureaux d'études structure, les bureaux d'études thermiques essentiellement, et puis les gens qui font des parements spécifiques sur le support paille. Donc tous les façadiers, les enduiseurs qui travaillent sur le support paille. On comble le... Et donc ces fiches signalétiques par bâtiment permettent, en identifiant les professionnels qui ont participé au chantier, d'aller, en cliquant sur leur nom, sur une fiche signalétique du professionnel et de permettre de retrouver toutes les caractéristiques liées à l'entreprise et à ses références. Donc, on peut accéder finalement à ce panorama de la construction paille en région Rhône-Alpes, soit par les fiches individuelles des constructions, soit par les professionnels, si on en connaît déjà.
Le but du jeu, évidemment, c'est d'assurer aux professionnels de la filière un maximum de visibilité en montrant les références qu'ils ont déjà construites. Si vous connaissez, il y a un site internet qui est accessible par Fibra ou le CNDB, qui fonctionne sur le même principe, où on a des fiches détaillées avec des photos des bâtiments et qui nous permettent, en cliquant sur les intervenants, d'aller rechercher les fiches signalétiques des professionnels. Donc c'est exactement le même principe. Si on a du mal, peut-être qu'on arrivera après la conférence à mettre un post en ligne et puis du coup à essayer de façon... mais voilà. Donc c'est un site internet qui est encore en cours d'alimentation, et on n'a qu'une vision partielle de la filière. Et donc on profite de notre présence ici pour vous appeler évidemment à témoigner si vous êtes déjà utilisateur de la botte de paille en tant que professionnel, si vous avez déjà participé à des bâtiments, de vérifier sur ce site internet si ce bâtiment est déjà référencé, ou si l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé est déjà aussi référencée. Et en tout cas, nous signaler tout ça, puisque c'est en faisant remonter les informations qu'on alimente ce site. Peut-être une précision sur ce site internet. Donc on a recensé, on a à peu près en région Rhône-Alpes 360 bâtiments. À peu près, et pour le moment, à peu près 180 déjà en ligne. Voilà, 180 où tout le questionnaire a été fait. Et ce qui est intéressant dans ce panorama des constructions en paille, c'est que autant on va voir un bâtiment, on voit aussi les professionnels qui sont reliés. Et quand on est sur la fiche bâtiment, on peut aussi cliquer sur le professionnel et on voit les constructions qu'il a réalisées. Donc c'est un va-et-vient entre l'annuaire des professionnels et les bâtiments. Donc autre action, l'animation régionale. Eh bien, moi j'ai consacré pas mal de temps en étant à l'association ICOS à mettre les professionnels en lien entre eux, connaissant finalement leurs possibilités techniques et éventuellement les bâtiments sur lesquels ils étaient déjà intervenus. Voilà, en les rapprochant, en les mettant en lien, en les mettant en connexion, on a pu créer des synergies entre artisans notamment, des complémentarités qui ont pris corps dans ces 2 ans où on a des collaborations très fructueuses qui ont été faites grâce à l'organisation de la filière en Rhône-Alpes. Et puis on a évidemment tout un travail d'information et de lobbying auprès à la fois du grand public, mais aussi de tous les donneurs d'ordre et notamment les maîtres d'ouvrage publics, où on essaye d'être très à l'écoute, et notamment avec l'association ESPUL, on a des échanges d'informations. Et voilà, on est à disposition pour porter la bonne parole auprès des porteurs de projets qui envisageraient en tout cas l'efficacité énergétique, voire les matériaux sains, et parmi les matériaux sains, la paille. Alors, on nous avait d'ailleurs demandé est-ce qu'il y avait une évolution de la demande au niveau des bâtiments construits en paille. On s'est rendu compte que finalement il y avait de plus en plus de bâtiments de grande surface, je sais pas comment dire, un peu plus importants, et notamment quelque chose d'assez significatif dans la région, mais c'est qu'on a 5 gymnases, ou 4 ou 5. 4 en fait. Et notamment pardon. Les plus récents, on a le pôle culturel et sportif du Pays d'Albi, donc qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc c'est il n'est pas encore livré, on est encore en phase chantier. L'appel d'offres, pardon. Non, on est en phase chantier sur celui-ci. D'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est. Pardon, je confonds. Il y en a tellement. Donc c'est l'entreprise SDCC à Grenoble qui l'a fait, c'est vrai. Et donc c'est les. Ah bon, c'était le. Vous pouvez répéter plus fort ? Rubner, c'est Rubner SAS. D'accord, merci. Et du coup, c'est les architectes R2K qui ont déjà travaillé sur des... 1 sur 2. Qui ont déjà travaillé sur des bâtiments en paille. On a aussi un gymnase qui est en train d'être terminé dans le 7e, à Lyon, par l'équipe Techni Architecte. C'est bon ? Ah oui, c'était un mauvais copier-coller.
Du coup, donc ce sont des caissons pour le coup là qui sont fabriqués par l'entreprise SDCC à Grenoble. Et on a quelques photos de chantier. Donc voilà, ça a été visité d'ailleurs par le président du Grand Lyon en août, une visite assez remuée. Voilà, je vais pas vous commenter parce que je l'ai pas du tout vu ce bâtiment. Peut-être que Emmanuel... Non, mais on peut faire un commentaire entre les deux gymnases. Et donc ce que vous citez sur Rubner, ici on a une entreprise régionale qui a fabriqué les caissons remplis en paille préfabriqués dans leurs ateliers et livrés sur chantier, alors que la version Rubner, c'est une version peut-être un peu moins favorable pour la région, puisque le gymnase, même si toute l'ingénierie a été faite localement, les caissons ont été remplis de paille en Autriche. Donc le principe de ces grands bâtiments, c'est que toutes les parois opaques sont faites avec des caissons non porteurs. C'est des espèces de grosses boîtes qui sont dimensionnées à la taille de la botte de paille pour faire un remplissage le plus économique possible. Là, il n'y a pas du tout de travail sur la forme de la botte. C'est intégré dans ces caissons. Ces caissons, ils sont agencés les uns contre les autres et ils sont intégrés dans une structure primaire qui est déjà porteuse. Là, en l'occurrence, à chaque fois, sur tous ces gymnases, c'est des structures en laine collée. Il y a aussi beaucoup de lieux d'accueil pour les enfants. Donc, on avait parlé de 3 écoles à Paris. Il y en a aussi dans les Vosges. Il y a aussi une crèche près de Paris. Une autre en Bretagne, une en Normandie, une autre qui va se faire dans le Languedoc. Bon, je les ai pas toutes citées. En Ardèche, on a aussi une cité scolaire à Saint-Cyr-en-Montagne, à 1100 mètres d'altitude. Donc, je crois que ça fait 3000 mètres carrés. C'est un bâtiment qui est positif, passif et positif, à 1100 mètres. Dont les toitures et les murs sont mis dans la botte de paille. Et il y a un appel d'offres qui vient de sortir sur un établissement pour l'accueil de jeunes enfants à Bully, dans le Rhône. Donc on voit quand même au niveau national et régional qu'il y a quand même une demande pour tout ce qui est accueil d'enfants. Sûrement parce que ils considèrent que la botte de paille, et pas que, les enduits, le bois, etc., les matériaux biosourcés, sont une réponse pour avoir des bâtiments de qualité pour les enfants. Il y a aussi certains éco-villages et des éco-hameaux qui sont... Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a des très récents qui sont sortis, mais en tout cas, à l'époque, il y en a eu quelques-uns dans la région. Oui, dans les dernières années, on voit que finalement, chaque fois qu'il y a eu volonté de faire soit des éco-lotissements, soit des éco-hameaux, voire des logements groupés, il y avait une vraie réflexion sur la qualité de vie. Et quand il y a réflexion sur la qualité de vie, il y a réflexion sur la qualité des matériaux, etc. Et automatiquement, on voit apparaître la paille. Donc on a beaucoup d'exemples de contamination, où on a des éco-hameaux ou des éco-lotissements où on a une grande diversité de maisons avec des modes constructifs différents, mais on y retrouve très très souvent la paille. Ici, par exemple, un bâtiment avec une ITE paille qui est donc une réhabilitation. Donc c'est Vincent Rigassi de RA2 qui est l'architecte. J'ai quelques petites photos de chantier qu'il m'a envoyées. Donc là, on voit un bâtiment des années, je sais plus, il l'avait marqué, 55, 56. Donc là, c'est une ossature pleine mais légère qui permet uniquement d'accueillir les bottes de paille qui sont posées en verticale dans le mur. On peut voir ici un mur où la botte de paille a été terminée. Ensuite, la prochaine étape est en général de passer la débroussailleuse pour avoir un mur plus peint. Et ensuite, on vient échafauder, on vient faire tout le renfort mis entre les bottes de paille. Quand il y a des vides, on vient compléter avec un mélange de terre-paille ou de terre chaud, de paille chaud en fonction de l'enduit qui va être appliqué. Et ici, on voit la couche de corps qui a été appliquée sur le bâtiment. Et donc, c'est en cours de chantier, le bâtiment n'est pas encore livré. Un autre exemple, celui de la ruche. Tu peux en parler ? Non, je ne vais pas en parler parce que il y a un blog, vous pouvez aller voir, mais voilà, c'est une aventure très intéressante avec quelques familles qui sont regroupées pour monter un bâtiment exemplaire.
Et puis dans les projets, très concrètement, ici dans la région Rhône-Alpes, à Vaux-en-Velin, il y a donc un bâtiment qui est prévu pour bientôt, une résidence coopérative d'habitants pour des personnes vieillissantes. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de constructeur en face. Et puis des jolis bâtiments qui ont été livrés ou qui sont en phase de livraison à côté à Die, dans le 26. Et là, pareil, c'est de l'habitat groupé. Il y a 3 bâtiments et il y a une vraie belle réalisation, à la fois en termes d'architecture et puis de performance des bâtiments, puisque les tests d'étanchéité à l'air ont des très 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 bons résultats. Et on a des façades enduites à l'extérieur, pas directement sur la paille, et à l'intérieur directement sur la paille, avec une phase de préfabrication en atelier. Voici un des bâtiments. Et un autre. Et puis, petite transition, donc bientôt on va faire la conclusion, et ensuite il y a un logement collectif qui va vous être présenté tout à l'heure. Je vous mets quelques dates, des choses à venir au niveau national ou bien régional. La prochaine formation ProPaille à Oikos a lieu du 12 au 16 octobre. Allez, il reste encore des places, donc n'hésitez pas. On va participer aussi au salon EcoHome, donc c'est l'ancien bâtir écologique qui reprend un petit peu de vigueur, donc à Paris du 23 au 26 octobre, à la Villette. Il y a aussi, concernant le Centre national de la construction en paille, donc qui est au niveau à Montargis, à la Maison Feuillette, il y a un workshop qui est prévu pour faire un peu le tour de programmation du nouveau bâtiment qui va être construit à l'arrière de la Maison Feuillette. On a aussi été contacté par la rédactrice en chef du magazine Qualité Construction, qui est le magazine de l'agence Qualité Construction. Ils avaient 17 conférences de prévues sur le salon Batimat et ils souhaitaient en faire une sur la construction en paille. Donc le mercredi 4 novembre à 11h, moi-même et Luc Floissac faisons une conférence là-bas. On a les rencontres nationales du RFCP qui seront du 6 au 8 novembre près de Limoux dans l'Aude. Et on est en train de voir si on va pouvoir participer au 30e salon de Prime Vert du 26 au 28 février. Et Bully, tu veux en parler ? Voilà, on vous a mis une petite phrase, c'est ce qu'on trouve dans le programme de l'établissement pour la petite enfance de Bully, et c'est ce qu'on voudrait voir dans tous les appels d'offres, où là on cite la commune de Bully est particulièrement intéressée par la paille pour la performance de ce matériau et la proximité de celui-ci. Donc c'est vraiment une incitation pour que les gens qui répondent à l'appel d'offres aient une proposition qui aille dans le sens du matériau. Voilà, nous c'est notre credo, c'est pour ça qu'on œuvre, qu'on diffuse l'information, et on espère bien que cet appel d'offres va donner de bons résultats et qu'on aura une proposition performante là-bas. Bon, la fin de l'appel d'offres est samedi, mais bon, il vous reste encore 2 jours. Et juste une petite conclusion. L'écriture des règles pro, on espère que dans 1 an et demi, elles seront terminées. On va essayer de mettre un gros coup de boost cette année. On aimerait aussi mettre en place un congrès pour les professionnels parents sur la construction en paille. Continuer la régionalisation du réseau parce qu'on trouve que c'est quelque chose de très important et qui finalement dynamise vraiment la région. Continuer notre travail en région Rhône-Alpes et puis aussi vraiment développer la communication auprès des maîtres d'ouvrage publics. On espère l'année prochaine aller au Salon des maires à Paris, où il y a à peu près les 2/3 des collectivités de la France qui vont au Salon des maires pour voir quels lampadaires ils vont acheter et aussi peut-être quelle isolation ils vont choisir pour leur nouveau bâtiment qu'ils vont construire l'année d'après. Donc on est en train de mettre en place tout ça.